Euh, Merci, salam alaikum. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et c'est un honneur. On m'a demandé de présenter la prise en charge du retard de croissance intra-utérin vasculaire et donc le point de vue de l'obstétricien que je suis. Je vais essayer de d'être un peu euh, pointu là-dessus. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le retard de croissance intra-utérin d'origine vasculaire, il pose beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est un problème diagnostique. Comment dépister? Comment savoir si c'est un retard de croissance intra-utérin? Et quelle est la prise en charge à adapter, puisqu'il n'y a pas de moyen de... En tant qu'obstétricien, nous n'avons que les moyens de dépister, d'essayer de choisir le temps d'extraction pour donner ce nouveau-né au pédiatre pour une prise en charge. C'est une pathologie fréquente. Elle représente 5 à 10% des grossesses. Les formes sévères sont moins fréquentes, heureusement, 3%. Compliquées dans de lourde mortalité et morbidité périnatale. Et on remarque que sur la courbe, plus le percentile est bas, plus que la mortalité et la morbidité est importante. Et donc, au-dessous de 5 percentiles, 5e percentile, on a une augmentation importante de la mortalité et la morbidité périnatale. Il pose 3 problèmes. Le problème diagnostique. Donc, comment diagnostiquer un retard de croissance intra-utérin? Comment savoir l'étiologie? C'est souvent, quand on a un contexte évocateur, c'est simple, mais parfois c'est très difficile. Un problème pronostic, parce que ce fœtus qui a un retard de croissance intra-utérin, il est en hypoxie, il souffre, et avec des complications périnatales, postnatales et tardives. Et donc, la conduite à tenir est efficace. Donc, tout passe par une surveillance prénatale des grossesses, très important pour dépister les patients à risque, et une prise en charge multidisciplinaire, notamment la néonatologie qui doit être efficace. Donc, tout d'abord, les définitions. Il faut faire la part des choses entre un petit poids pour l'âge. Un petit poids pour l'âge, donc c'est une estimation de poids fœtal inférieur au 10e percentile, qui peut parfois être sévère, inférieur au 5e percentile. Et là, on regarde sur les courbes. Désolé, c'est un peu inversé. Donc, un petit poids pour faire la différence entre... pour parler d'un petit poids pour l'âge, c'est une courbe, un fœtus qui a une évolution normale, mais inférieure. Il garde toujours la croissance. D'accord? Et il n'y a pas de contexte pathologique. Et donc, le retard de croissance intra-utérin proprement dit, c'est l'arrêt ou le fléchissement de la croissance entre deux échographies faites à 3 semaines d'intervalle ou un petit poids pour l'âge associé à un signe d'altération du bien-être fœtal, à savoir une baisse des mouvements actifs fœtaux, un oligoamniose, des anomalies de Doppler, et qui doivent donc évoquer d'emblée un retard de croissance intra-utérin. Les facteurs, quand on parle de retard de croissance intra-utérin, je suis désolé, c'est un peu flou. Le retard de croissance intra-utérin d'origine vasculaire, donc c'est souvent l'origine placentaire, on va voir par la suite dans la physiopathologie, qui va entraîner donc un retard de croissance intra-utérin. Et quand les systèmes d'adaptation fœtale sont dépassés, ben, on va avoir les complications périnataux à l'enfance et à l'âge adulte. D'où l'intérêt d'une bonne prise en charge néonatale. Donc, la prise en charge, en particulier le bilan étiologique face à un retard de croissance intra-utérin, il n'est pas toujours systématique. Le bilan étiologique n'a d'intérêt que quand il a un impact sur la prise en charge, quand on peut faire quelque chose. Ça veut dire que quand on diagnostique un retard de croissance intra-utérin, il faut surtout essayer d'améliorer le bien-être in utero de ce fœtus afin de bien diagnostiquer le moment idéal pour le sortir. Et donc là, l'origine vasculaire, il représente 40% des étiologies de retard de croissance intra-utérin. Quels sont les types de retard de croissance intra-utérin? Puisque notre sujet, c'est le vasculaire, mais un petit rappel sur les autres causes non vasculaires qui présentent surtout un problème de diagnostic étiologique et de pronostic. Il y a les problèmes
constitutionnels, il y a les problèmes génétiques, il y a la malnutrition et il y a les problèmes chromosomiques, les malformations fœtales. Sur le plan vasculaire, la principale problématique, c'est le moment d'extraction et donc le pronostic neurologique. Et donc les éléments d'orientation sont le contexte clinique, un contexte d'hypertension artérielle, un antécédent de retard de croissance ou de prééclampsie ou d'une maladie auto-immune telle le lupus. Et bien sûr, lors de la grossesse actuelle, c'est les Dopplers utérins, surtout quand ils sont pathologiques, le versant matériel, c'est le Doppler de l'artère utérine, et le versant fœtal, c'est le Doppler ombilical qui va témoigner d'une augmentation des résistances et donc d'un début d'adaptation. La physiopathologie, c'est de la prééclampsie ou de la pathologie de la maladie placentaire, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il explique la survenue de ce retard intra-utérin d'origine vasculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre 12 et 16 semaines, il y a une invasion trophoblastique des artères spiralées qui va donc envahir l'endothélium et va permettre une destruction donc, du muscle lisse avec donc une perte des récepteurs hormonaux aux substances vasoactives, donc avec une dilatation passive considérable qui va permettre un débit nécessaire au bon développement de la grossesse. Quand on a une invasion insuffisante, on aura un débit insuffisant, une hypoperfusion fœtale avec une ischémie utéroplacentaire. Donc, quand on regarde sur la diapo de droite, donc, le défaut d'invasion va entraîner une hypoxie placentaire. Cette hypoxie placentaire va entraîner la libération de radicaux libres et donc qui va être à l'origine de maladies maternelles, à savoir la prééclampsie, la protéinurie, le HELLP syndrome et la CIVD et l'éclampsie. Sur le versant fœtal, on aura le retard de croissance intra-utérin, la souffrance fœtale et parfois la mort fœtale in utero qui est parfois malheureusement inévitable. Cette ischémie utéroplacentaire, comme je viens de dire, elle a des répercussions maternelles qui peuvent parfois nous obliger à interrompre la grossesse et donc avoir une prématurité induite. Et sur le versant fœtal, le retard de croissance, voire la mort fœtale in utero. La démarche étiologique, comme je viens de dire, que le bilan n'est pas toujours obligatoire et n'a de sens que s'il permet de modifier la prise en charge. La première étape, tout d'abord, elle est clinique. Il faut vérifier le début de la grossesse. Une patiente bien suivie, qui connaît sa date des dernières règles, qui a une échographie de premier trimestre, avec une bonne prise de la longueur crânio-caudale au premier trimestre, devant une patiente qui n'est pas suivie, qu'on voit au deuxième trimestre. On peut se contenter du périmètre crânien ou de la longueur fémorale. Il faut vérifier les critères de qualité des mesures échographiques et confirmer les biométries qui sont anormales par une échographie de contrôle. La deuxième étape, c'est des éléments anamnéstiques. Donc, est-ce qu'il existe une situation à risque, une pathologie vasculaire, par exemple une HTA, une prééclampsie, une protéinurie, une maladie lupique, et se renseigner sur les éléments actuels de la grossesse. Bien sûr, l'échographie de premier trimestre, s'il s'agit d'une grossesse multiple, le bilan biologique s'il a été fait, et bien sûr les éléments cliniques au cours de la consultation prénatale, à savoir la prise en charge de la prise de la tension artérielle, le gain pondéral, et un élément essentiel qui est la hauteur utérine. La hauteur utérine est un examen qui doit être fait à partir de 22 semaines et qui nous permet de détecter les probables retards de croissance quand la hauteur utérine est inférieure à l'âge gestationnel. La troisième étape, quand on aura dépisté ou suspecté le retard de croissance, il faut se renseigner sur l'échographie, donc l'aspect du placenta et l'existence d'anomalies d'insertion du cordon, et bien sûr la mesure des Dopplers maternels et fœtaux. Et donc ce dépistage, il a 3 créneaux. Le premier, c'est clinique. On a parlé de la mesure de la hauteur utérine, la prise de la tension artérielle et la recherche des signes neurosensoriels en cas d'HTA, d'un HELLP syndrome, d'une protéinurie. Sur le plan échographique, nous avons 3 échographies qui sont essentielles. Le premier trimestre qui va permettre de corriger l'âge gestationnel, il sera fait entre 11 et 14 semaines, avec une deuxième échographie au deuxième trimestre qui permet de faire la morphologie à la recherche de malformations, surtout chromosomiques.
et de faire une biométrie initiale pour établir la courbe de croissance. Au troisième trimestre, l'échographie va permettre donc de réaliser une biométrie qui va obligatoirement nous renseigner sur le périmètre crânien, la circonférence abdominale, la longueur fémorale, et donc avoir une estimation du poids fœtal. Et cette échographie doit être refaite 3 semaines plus tard pour justement confirmer le retard ou le fléchissement de la courbe de croissance. Que se passe-t-il donc quand on a un problème, une maladie placentaire? Il y a une séquence de détérioration des indices de Doppler. Pourquoi? Parce que le Doppler, c'est le seul moyen fiable de détecter cette détérioration, ces moyens d'adaptation, et puis le moment idéal pour extraire ce bébé. Donc on a un dysfonctionnement vasculaire placentaire qui va entraîner une augmentation des résistances au niveau de l'artère utérine. On aura donc une augmentation de la résistance au niveau de l'artère ombilicale, donc le Doppler ombilical va devenir pathologique, c'est ce qu'on appelle, donc on aura une baisse de la croissance fœtale, donc un retard de croissance. Ce retard de croissance, après on aura un phénomène d'adaptation périphérique par la baisse de la résistance de l'artère cérébrale moyenne. Donc le bébé va dilater ses vaisseaux cérébraux pour préserver la fonction cérébrale. Et après, on aura une baisse avec la grossesse, avec le prolongement de la grossesse, une baisse de l'onde A au niveau du ductus, au niveau du ductus venosus. Et donc c'est un phénomène d'adaptation centrale. Puis il y a une perte de capacité d'adaptation qui va se traduire par une baisse du débit cardiaque et donc des anomalies du RCF. Donc on voit bien que les anomalies du tracé, de l'enregistrement du RCF, c'est vraiment l'ultime. Quand la patiente vient et qu'on trouve qu'il y a des anomalies du RCF, ça veut dire que ce bébé, il est déjà en souffrance. Et donc là, on aura bien sûr un reverse flow ou une onde A négative. Bien sûr, les examens sont à discuter en fonction du contexte. Dans le retard de croissance précoce, il y a le cariotype, l'intérêt de l'échographie morphologique et des sérologies surtout de CMV. Quand le retard est tardif, c'est surtout l'origine vasculaire, donc une énumération avec un taux de plaquettes. Alors, si je dis une anémie d'un HELP syndrome, les transaminases, la créatinémie et la leptoglobine, la LDH, l'uricémie, le TPTCA, la fibrinogène, les PDF, une protéinurie de 24 heures aussi. Quand le retard de croissance intra-utérin est précoce et sévère, avec une hémodynamique pathologique, il faut faire un bilan immunologique ultérieurement pour voir s'il n'y a pas une maladie immunologique ou une thrombophilie. Bien sûr, il y a certains biomarqueurs quand on est il y a un certain nombre de biomarqueurs qu'on peut utiliser au premier trimestre pour dépister, par exemple, les prééclampsies. Qu'est-ce qu'il faut faire en anténatal? Les modalités adoptées en fonction, parce que le risque ultime, c'est la mort fœtale in utero. Donc, en fonction de la sévérité du retard, de l'âge gestationnel et des anomalies Doppler, il faut faire des paramètres de surveillance, à savoir la surveillance du Doppler ombilical, du Doppler cérébral, et parfois, quand on est expérimenté, on peut faire le ductus venosus. Et bien sûr, la VCT, le RCF et la VCT. La VCT, c'est la vélocimétrie à court terme. Et bien sûr, le liquide amniotique, parce que quand on a un oligoamnios associé, il s'agit d'un mauvais pronostic. Quelle est la conduite à tenir avant 32 semaines dans les retards précoces? Ça, c'est les recommandations du Collège français et du Collège américain. Donc, en fonction, bien sûr, de l'âge gestationnel, de l'estimation du poids fœtal, de la quantité de liquide amniotique et du Doppler, on va décider en fonction de la diastole au niveau ombilical. Si la diastole est normale, on aura à faire la biométrie et le Doppler toutes les 2 à 3 semaines. Quand la diastole ombilicale est positive mais réduite, il y a une adaptation périphérique qui commence, il faut faire le Doppler cérébral. S'il est normal, on fait un RCF pluri-hebdomadaire avec une échographie hebdomadaire et un Doppler hebdomadaire. Quand il y a une vasodilatation cérébrale, il faut une hospitalisation avec donc recours à l'RCF pluriquotidien parce que le risque de souffrance aiguë et de mort fœtale in utero, il est important. Quand on a une diastole nulle avec un reverse flow
les phénomènes d'adaptation sont dépassés. Généralement, les études montrent que le risque de mort fœtale in utero, il est vraiment imminent dans les 10 jours à 2 semaines. Ben là, il faut faire une corticothérapie, administrer du sulfate de magnésium pour la neuroprotection et bien sûr mesurer le Doppler au niveau du ductus venosus. Quels sont les critères d'extraction? Avant 32 semaines, donc quand on a une diastole nulle ou un reverse flow, quand le ductus venosus ou l'RCF ou la VCT sont normales, c'est une surveillance. Quand ils sont pathologiques, comme un RCF micro-oscillant, une VCT inférieure à 3000 secondes ou une onde A négative ou nulle, il faut extraire le bébé, quel que soit le terme, parce que le risque de mort fœtale in utero est imminent. Au-delà de 32 semaines, l'indication d'extraction repose aussi sur le Doppler. De la même façon, quand on a un reverse flow, il ne faut pas discuter. Si on peut faire une corticothérapie avant 34 semaines, c'est bon. Et donc, généralement, on est précipité à extraire le bébé. Il faut s'assurer d'une bonne réception néonatale. Quand le Doppler ombilical est anormal, avec diastole positive, il faut continuer une surveillance RCF, Doppler et pluri-hebdomadaire et prolonger la grossesse au maximum tant que le Doppler reste, tant qu'il n'y a pas de reverse flow. Quand le Doppler ombilical est normal, une extraction à 34 semaines quand on est devant une prééclampsie ou attendre 37 semaines selon le contexte. Place de l'interruption thérapeutique de grossesse en cas de retard de croissance vasculaire. Il y a 2 circonstances. Le pronostic fœtal paraît si compromis que les chances de survie du nouveau-né dans de bonnes conditions paraissent trop faibles. Et le pronostic maternel est engagé le plus souvent en raison d'une prééclampsie. Donc là, il faut parler de l'interruption de grossesse pour sauvetage maternel et fœtal. Quand le pronostic fœtal apparaît réservé, il faut discuter avec le couple parce qu'on ne peut pas extraire un bébé parfois dont le pronostic postnatal n'est pas bon. Et si on le laisse, il y a le risque de mort fœtale in utero, donc il faut impliquer le couple. Quelles sont les modalités d'accouchement? La césarienne, toujours souvent indiquée, devant l'interme précoce avant 34 semaines, avec des anomalies sévères au Doppler ombilical, notamment un reverse flow, ou une souffrance, une bradycardie, ou des décélérations répétées. L'accouchement par voie basse dans les situations favorables, devant un col perméable, une patiente multipare avec une présentation céphalique. Et bien sûr, le RCF doit être, dans ce cas, continu pendant le travail et une intervention plus facile que dans les cas à bas risque. Pas de déclenchement dans les situations à haut risque, bien sûr, on ne peut pas déclencher dans ce cas parce que le risque de souffrance est important. Voilà. Qu'attend l'obstétricien de pédiatre, justement? Une coordination de soins, une évaluation néonatale et une surveillance de la croissance postnatale. Et donc, ça nécessite des investigations médicales et un suivi du développement de ce nouveau-né.